Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette webconférence du mois d'octobre. Nous allons, en compagnie de Frédéric Camerati, de Laurent Delpierre et de Virginie Casanova, faire un point sur, évidemment, l'actualité, la réforme des retraites. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, comme d'habitude, le fonctionnement, on va présenter un petit support, enfin petit, Frédéric, il y a plusieurs vignettes quand même, hein. Ouais, il est assez dense celui-là, oui. Ok. Donc, l'objectif étant de faire un petit rappel sur le fonctionnement de la retraite et deux, un point sur ce qui a changé, donc principalement depuis le 1er septembre dernier. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un petit chat, vous pouvez poser des questions. Virginie et Laurent sont là, alors soit pour y répondre directement, soit pour indiquer, mettre de côté la question et on y répondra à l'issue de la webconférence, qui normalement devrait durer à peu près 45 minutes, mais on va tâcher d'être dans le timing. Le support sera disponible dès cet après-midi ou au plus tard demain sur la page YouTube d'audience. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Frédéric, je te laisse la main. Merci Pascal. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on va regarder ça. Et comme on a un timing un peu serré, eh bien, je vais démarrer tout de suite le partage de l'écran pour commencer la présentation. Hop. Juste. Voilà. Alors, on va s'arrêter donc sur évidemment plusieurs sujets. Alors, j'ai commencé par quelques rappels pour bien refixer le contexte, mais là, j'irai très rapidement parce que je pense que c'est des notions que vous avez à l'esprit sans trop de soucis. On verra exactement deux, trois petits éléments spécifiques du fonctionnement du régime de base de sécurité sociale. Pareil pour l'Agirc-Arrco. Le gros passage, ce sera sur les modalités de départ à la retraite, puisque c'est évidemment là que la réforme a le plus d'impact. Donc là, on prendra le temps de voir l'évolution des âges de départ, du nombre de trimestres, etc. Et puis, on finira avec transition emploi-retraite et en particulier la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Alors, en commençant par les rappels, donc on est bien d'accord que l'ensemble des régimes de retraite obligatoires auprès desquels sont affiliés vous-même et vos salariés, sont tous des régimes qui fonctionnent par le système de la répartition. Ça veut dire que les cotisations doivent être équilibrées avec le niveau de prestations qui sont versées. Au niveau des cotisations, on joue évidemment, les paramètres sur lesquels on peut jouer, c'est le taux de cotisation, le revenu moyen, le nombre de cotisants, encore que ça se fait un petit peu, j'allais dire, de façon naturelle, et bien sûr la durée de cotisation. Côté prestations, pour jouer sur le maintien de cet équilibre, on peut jouer sur la pension moyenne, le nombre de retraités et évidemment l'espérance de vie a aussi une action. Et sans aucune idée politique de ma part, etc., mais juste vraiment pour poser la problématique, juste deux petits chiffres. En 1960, vous voyez qu'on avait 4,7 cotisants pour un retraité. Bon, en 2020, on est passé à 1,65 cotisants pour un retraité. Donc forcément, la problématique de cet équilibre, elle se pose de façon de plus en plus prégnante au fur et à mesure que ce nombre de cotisants baisse par rapport au nombre de retraités. Voilà. Donc, on l'a dit, c'est deux régimes de retraite, mais l'ensemble des régimes de retraite obligatoires, vous avez peut-être eu dans votre vie professionnelle de l'IRCANTEC ou alors Sécurité sociale des indépendants, la CIPAV, IRSEC, les droits d'auteur, tous ces mots-là, de toute façon, sont tous des régimes par répartition. Par contre, après, on a quelques différences et en particulier, on a des différences de gouvernance, puisque au niveau de la sécurité sociale, on a bien sûr une gestion par l'État, qui le fait au travers de la loi de finances de sécurité sociale, alors que vous le savez, au niveau de la GERC et de l'ARCO, on a une gestion qui est assurée par les partenaires sociaux. Voilà. Au niveau de l'IRCANTEC, par exemple, on a un conseil d'administration qui vient siéger et qui fixe les paramètres de fonctionnement. Autre différence notable, c'est que au niveau de l'assurance retraite, vous avez un système évidemment par annuité. Vous savez qu'on acquiert des trimestres auprès du régime de base de sécurité sociale,
Alors que l'ensemble des régimes complémentaires, l'Agirc Arlarco principalement, mais aussi pareil, l'Ircantec, Irsec, sont des systèmes par points. Chaque année, vous savez, vous avez des points de retraite qui s'accumulent sur votre compte. Et enfin, dernière différence notable, c'est qu'au niveau de la sécurité sociale, on a une limite de cotisation, puisque par rapport au fameux plafond annuel de sécurité sociale que vous connaissez bien, c'est aussi une limite d'acquisition des droits, c'est-à-dire que la sécurité sociale n'attribue pas, ne prend pas en compte un niveau de rémunération qui dépasse le plafond annuel de sécurité sociale. Donc pour la Sécu, que je sois à 50 000, à 100 000 ou à 150 000, c'est exactement la même chose. Je serai toujours limité au plafond annuel de sécurité sociale. Alors que les régimes de retraite complémentaires et l'Agirc Arlarco en particulier, on a certes une limite, mais cette limite, elle est fixée à 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ça veut dire que pour 2023, on attribue des droits quasiment sur une rémunération à hauteur de 350 000 € bruts par an, ce qui laisse quand même une certaine marge par rapport à la couverture de l'ensemble des salariés. Alors, on va regarder un petit peu maintenant en détail ce qui se passe pour le régime de base de sécurité sociale. Alors, on l'a dit, au niveau de la sécurité sociale, on a une acquisition de trimestres. Alors, premier élément contre lequel, des fois, on a une petite habitude des choses que les gens pensent et qui est une erreur, c'est que l'acquisition des trimestres, quand on travaille, elle n'est pas du tout liée à la durée d'activité. Ce n'est pas parce que je travaille du 1er janvier au 31 décembre que j'ai mes 4 trimestres. Elle n'a pas non plus de lien direct avec le plafond, même si on vous a redonné les éléments. Il y a bien un lien avec le montant du salaire, mais vous allez voir qu'il est assez faible, puisque en 2023, pour valider un trimestre cotisé, il me faut une rémunération de 1 690,50 € brut. Alors en fait, ça, depuis mars 2014, c'est indexé donc sur 150 fois le SMIC horaire. C'est pour ça qu'on a des sommes un peu particulières des fois. Mais ça veut dire que dès lors que je vais avoir à peu près un peu plus de 7 000 € bruts de rémunération sur l'année, j'aurai mes 4 trimestres cotisés. Et ce, même si j'ai eu ces 7 000 € bruts de salaire en 3 ou 4 mois. Voilà. Donc, on peut tout à fait avoir des situations où on n'a pas travaillé toute l'année et on aura malgré tout 4 trimestres. On retrouve aussi des cas de figure, vous avez peut-être vu ça sur votre relevé, où quand on est jeune et qu'on fait un petit job d'étudiant l'été, on bosse un mois et demi, et on a quand même un trimestre. Eh bien, c'est juste que la rémunération que vous avez perçue à l'époque a été suffisante pour vous permettre l'acquisition d'un trimestre cotisé. Sur les trimestres issus des périodes d'inactivité, donc évidemment, en particulier le chômage, la maladie, l'invalidité, etc., là, c'est bien en rapport avec la durée. Mais ce n'est toujours pas une tranche de 90 jours, sauf pour le service national. En fait, c'est un mode de calcul qui est un peu particulier, puisqu'en fait, quand je suis indemnisé par Pôle emploi, eh bien, 50 jours d'indemnisation vont me valider un trimestre. Quand je suis malade, dès lors que je vais avoir 60 jours de maladie sur l'année, de façon consécutive ou non, si j'ai 10 arrêts de 6 jours, ça marchera, 50 jours sur l'année, j'aurai un trimestre. Et donc, comme je le disais, il n'y a qu'avec le service militaire, rien d'étonnant avec les militaires, où là, on a une vraie version calendaire et où 90 jours effectués de service national vont valider un trimestre. Alors, sur ces trimestres assimilés, on a un premier élément de la réforme qui est venu se rajouter, c'est qu'on a maintenant, dans ces trimestres assimilés, on va avoir la validation de certains stages de formation professionnelle. Vous avez sans doute entendu parler dans les médias, effectivement, déjà de la prise en compte donc, des TUC, mais il ne va pas y avoir que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi les plans de formation Raymond Barre, il y avait des choses comme ça, donc des stages de formation professionnelle spécifiques qui, à l'époque, ne donnaient pas lieu à la validation de trimestre. Et bien là, maintenant, ces périodes-là vont pouvoir être régularisées et reprises en compte en termes de trimestres assimilés par la sécurité sociale. Voilà. Donc, si vous avez, ou vous-même, ou des salariés qui vous disent qu'ils ont effectué ces types de stages en début de leur vie professionnelle, il faut qu'ils se rapprochent de la sécurité sociale pour leur prise en compte. Alors, au niveau de cette durée d'assurance de ces trimestres, on a un certain système de majoration, et en particulier, on a les majorations pour enfants. Alors, pardonnez-moi ce vocabulaire, mais en fait, chaque enfant représente un quota de 8 trimestres de majoration. Voilà. Il y en a 4 qui sont liés à la maternité et 4 qui sont liés à l'éducation.
Alors, évidemment, les 4 trimestres liés à la grossesse et à la maternité, ceux-là, on ne se pose pas la question, ils vont d'office à la mère, puisque la médecine a fait des progrès, mais jusqu'à présent, les hommes ne portent pas encore les enfants. Les trimestres d'éducation, eux, éventuellement, ils peuvent être répartis entre le père et la mère. On peut faire 3 et 1 et 3, 2 et 2, voire 0 et 4 sur ces trimestres-là. Il y a juste un piège, c'est que en fait, le père doit faire la demande pour récupérer ces trimestres liés à l'éducation de l'enfant. Et non seulement il faut qu'il la fasse la demande, mais il a une fenêtre de tir qui est relativement courte, puisqu'il faut qu'il fasse la demande de ces trimestres en accord avec la mère entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Donc, il a 6 mois après le 4e anniversaire de l'enfant pour se positionner et se rapprocher de la sécurité sociale et demander à récupérer tout ou partie de ces 4 trimestres d'éducation. C'est un peu fait exprès par le législateur, il ne faut pas se leurrer, dans l'idée, en fait, de toujours, si possible, attribuer ces 8 trimestres de majoration à la mère, puisque, évidemment, si le père ne s'est pas manifesté et qu'il n'a rien réclamé, les 8 trimestres et de maternité et d'éducation iront intégralement à la mère de l'enfant, ce qui est en fait un petit peu la volonté du législateur dans un souci de rééquilibrage de différence de retraite entre les hommes et les femmes. Voilà. Et en fait, avec la réforme, on a même eu une petite modification, puisque avant, le père pouvait obtenir l'intégralité de ses 4 trimestres d'éducation. Et bien maintenant, il ne pourra même plus, il n'a plus droit maintenant qu'à 2 trimestres d'éducation. Il y en a 2 qui sont d'office à la mère. Ça veut dire qu'on aura automatiquement, au mieux, 2 trimestres pour le père et 6 pour la mère, toujours à condition, bien sûr, que le père en fasse sa demande entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Ça, le mode opératoire ne change pas. C'est simplement le nombre de trimestres qui peut régulariser. Alors, vous voyez aussi que, bien sûr, il y a une prise en compte du congé parental, maximum 12 trimestres, logique, puisque le congé parental, en général, c'est 3 ans maximum. Donc là, bien sûr, c'est pour celui des 2 parents qui aura posé ce congé parental. Et puis, il existe aussi une majoration spécifique des trimestres si malheureusement vous avez eu un enfant handicapé qui peut venir se rajouter aux autres trimestres. On ne va pas détailler ces éléments-là. Si malheureusement c'est votre cas, il faut vous rapprocher de la sécurité sociale pour avoir la prise en compte de ces trimestres de majoration spécifiques liés à l'éducation d'un enfant handicapé. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le complexe et on va voir comment la sécurité sociale calcule votre retraite. Alors, elle va d'abord commencer par déterminer un salaire annuel moyen. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tous les salaires que vous avez eus dans votre vie professionnelle, plafonnés bien évidemment, puisqu'on est au régime de base de sécurité sociale, donc année après année, le plafond a évolué, mais à chaque fois, la rémunération a été limitée à ce plafond. Elle va revaloriser tous vos salaires, puisqu'elle sait bien que la rémunération que vous avez pu avoir dans les années 80, 90, 2000, etc., n'a pas forcément la même valeur que ce qu'elle peut avoir aujourd'hui. Donc, il y a des coefficients de revalorisation qui sont appliqués par la sécurité sociale, année civile par année civile, et qui évoluent tous les ans. Et donc, une fois qu'elle a pris tous vos salaires plafonnés et qu'elle les a revalorisés, elle va identifier les 25 meilleurs que vous avez eus dans votre carrière. Donc, ce n'est pas forcément les 25 derniers, mais c'est bien les 25 meilleurs. Et quand elle aura ces 25 meilleurs, elle va en faire la moyenne, ce qui va déterminer le salaire annuel moyen que vous avez eu dans votre vie professionnelle, donc moyenne des 25 meilleures années de salaire plafonnés et revalorisés. Une fois qu'elle a ce salaire annuel moyen, elle va lui appliquer un taux de liquidation. Et c'est d'ailleurs de l'application de ce taux que vient l'appellation avoir sa retraite à taux plein. Alors, avoir sa retraite à taux plein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le taux maximum appliqué à ce salaire annuel moyen. Et vous allez voir que là aussi, la sécurité sociale fait un petit abus de langage, puisque ce qu'elle appelle le taux plein, eh bien, en fait, c'est la moitié, puisque au maximum, j'aurai 50% de la moyenne de mes 25 meilleures années de salaire plafonné et revalorisé. Et ensuite, la sécurité sociale va quand même, malgré tout, comparer le nombre de trimestres que j'ai acquis par rapport, que j'ai acquis dans son régime, validé par le régime de sécurité sociale, par rapport à la durée de référence. Typiquement, il y a des situations où je vais avoir le taux plein sans nécessairement avoir le nombre de trimestres requis validés par la sécurité sociale. Par exemple, à 67 ans, on en reparlera tout à l'heure, j'ai le taux plein d'office, même si je n'ai pas le nombre de trimestres.
Si j'ai travaillé à l'étranger, il va y avoir une prise en compte de cette durée professionnelle dans une activité à l'étranger dès lors que c'est un pays de l'Union européenne ou un pays avec lequel la sécurité sociale a une convention. Du coup, je vais pouvoir avoir le taux plein en cumulant l'ensemble des durées professionnelles que j'ai eues en France et à l'étranger. Mais par contre, la sécurité sociale va quand même proratiser le montant qu'elle aura calculé des 50% des 25 meilleures années par rapport au nombre de trimestres que j'ai réellement acquis dans son régime. Voilà. Donc, il y aura quand même toujours un impact, même si j'ai le taux plein, si j'ai travaillé à l'étranger ou dans un autre régime, ou si je pars à 67 ans sans avoir le nombre de trimestres. Et donc, quand elle fait tout ce calcul-là, eh bien, elle obtient le montant annuel brut de la pension qui me sera versé. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, si je pars à la retraite en 2023 et que je suis au maximum possible, donc j'ai 25 ans au plafond revalorisé, j'ai bien évidemment mon taux plein de 50% et j'ai fait toute ma vie professionnelle en étant affilié à la sécurité sociale, donc ma proratisation est neutre, c'est 1, eh bien, au maximum, j'aurai 1 668 € bruts par mois de la sécurité sociale. Et vous voyez que ce n'est pas du tout 50% du plafond de 2023, puisqu'on est bien dans l'idée que le plafond a évolué au fil des années. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est passé à l'euro en 2002, le plafond annuel de sécurité sociale, il était à 28 224 €. Donc, vous voyez qu'il a quand même sérieusement augmenté au fil des années. Et donc, comme là, je suis bien sur 50% de la moyenne de mes 25 années plafonnées, eh bien, je n'ai pas automatiquement 50% du plafond de l'année en cours. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Évidemment, en 2024, ce montant augmentera un petit peu et ainsi de suite par le biais d'augmentation des plafonds. Alors, ce taux maximum de 50%, ce fameux taux plein, je peux l'avoir bien dès l'âge légal si j'ai le nombre de trimestres requis. Donc, on verra tout à l'heure le tableau avec l'évolution des âges légaux, bien sûr. Je vais pouvoir l'avoir avant l'âge légal, donc à 58 ans pour les carrières longues. On va y revenir à 55 ans pour les travailleurs handicapés. Ça aussi, on va en reparler. Dès 62 il y a une petite coupure sans doute. Frédéric va revenir dans pas longtemps. Voilà, excusez-moi, j'ai eu effectivement un petit bug. Voilà, mais on va reprendre ça. Voilà, donc on disait, le taux plein de 50%, je peux l'obtenir donc à l'âge légal si j'ai le nombre de trimestres requis. Donc, à 58 ans, si je suis carrière longue, dès 55 ans, si je suis travailleur handicapé, à 62 ans, si je suis inapte, et donc, je disais à 67 ans, quelle que soit ma durée d'assurance. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur l'inaptitude, puisque vous, sans doute pas, mais sans doute souvent vos salariés ont tendance à confondre l'inaptitude au poste qui est prononcée par le médecin de la médecine du travail et l'inaptitude à toute activité professionnelle prononcée par le médecin conseil de la sécurité sociale qui va déclencher cette retraite à taux plein dès 62 ans. Et en fait, dans le cadre de la réforme, cette retraite à taux plein au titre de l'inaptitude, donc à toute activité professionnelle, elle va être maintenue à 62 ans. Puisqu'en fait, auparavant, le principe était de dire vous êtes inapte au travail et donc vous avez le droit à votre retraite à taux plein à l'âge légal. Donc, au départ, on a imaginé qu'il y aurait un décalage progressif de la retraite à taux plein au titre de l'inaptitude au fur et à mesure du décalage de l'âge légal. Et en fait, le législateur, évidemment, devant les sommes assez importantes que ça allait représenter pour l'ensemble des organismes de prévoyance au sens large, a finalement décidé de maintenir la retraite à taux plein au titre de l'inaptitude à 62 ans et donc, entre guillemets, a créé un nouveau dispositif de départ anticipé avant l'âge légal pour les personnes donc, qui seraient reconnues inaptes par le médecin conseil de la sécurité sociale à toute activité professionnelle. Alors, quand j'atteins l'âge légal,
j'ai donc le droit de partir à la retraite puisque j'ai atteint l'âge, mais je n'ai pas nécessairement le nombre de trimestres. Eh bien, j'ai quand même le droit de partir à la retraite puisque j'ai atteint l'âge, mais par contre, ne réunissant pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, je vais avoir une décote. Cette décote, elle va s'appliquer de façon définitive sur le calcul de ma retraite sécurité sociale. Et en fait, ça veut dire que du coup, au lieu d'avoir ce taux plein de 50%, eh bien, j'aurais été un taux inférieur. J'aurais 48, 45, sachant que le taux le plus bas que la sécurité sociale applique à la moyenne des 25 meilleures années, c'est 37,5. Voilà. Et donc, cette décote, elle est bien définitive. À aucun moment, je ne peux la récupérer, même quand j'atteins l'âge de 67 ans. Si j'ai fait le choix de prendre ma retraite avec cette décote au niveau du régime de base, eh bien, je la subirai à vie. À l'inverse, si la sécurité sociale voit que je travaille au-delà du moment où je réunis les conditions pour avoir une retraite à taux plein, donc après l'âge légal et en ayant le nombre de trimestres requis, eh bien, la sécurité sociale va cette fois m'appliquer de la surcote. Alors, cette surcote, elle est calculée par trimestre civil travaillé après le moment où je remplis les conditions d'âge légal et de durée d'assurance, et elle majore ma retraite de 1,25% par trimestre civil travaillé. J'insiste sur la notion de trimestre civil parce qu'il ne suffit pas d'avoir travaillé 3 mois de plus pour avoir de la surcote. Je vous donne un exemple. Si j'ai droit à ma retraite au 1er mai, à taux plein, j'atteins l'âge légal en avril, j'ai droit à ma retraite au 1er mai. Si je travaille mai, juin, juillet en disant je partirai à la retraite au 1er août en même temps que mes collègues partent en vacances, j'aurais certes travaillé 3 mois supplémentaires, mais je n'aurais pas effectué de trimestre civil plein en activité. Et donc, je n'aurai pas de surcote. Je n'aurai de la surcote que si je prends ma retraite au 1er octobre et que j'ai bien le trimestre civil plein juillet, août, septembre travaillé pour générer les 1,25% de surcote. Voilà, il n'y a pas de limite à cette surcote. Donc, grosso modo, si je travaille 4 trimestres calendaires civils, j'aurai 5%. Et si je bosse 10 ans de plus, j'aurai 50% de surcote. Voilà. Et enfin, il existe un principe de majoration familiale. C'est-à-dire que dès lors que les parents ont eu 3 enfants ou plus, 3, 4, 5, le montant est le même, le montant de la retraite sécurité sociale est majoré de 10%. Et ça marche bien sûr pour les 2 parents, pour le père et la mère. Là, on ne fait pas de distinction. Et dans le cadre de la réforme, toujours dans la volonté du législateur d'essayer de rééquilibrer la différence de retraite entre les hommes et les femmes, ils ont mis en place un nouveau système de majoration qui va concerner les gens qui sont nés à partir de 1964. Ce nouveau système de majoration, en fait, il va s'appliquer pour les personnes qui vont atteindre le nombre de trimestres requis par rapport à leur année de naissance avant l'âge légal. Ça veut dire que grâce à la majoration des trimestres pour enfants, j'obtiens le nombre de trimestres requis par rapport à mon année de naissance avant l'âge légal. Je ne peux donc pas prendre ma retraite puisque je n'ai pas encore l'âge légal. Et donc, entre guillemets, ce nombre de trimestres majorés qui vient se rajouter à ma durée d'assurance, elle ne sert à rien. Et bien, du coup, le législateur a mis en place donc un nouveau système de majoration qui va être calculé là aussi par trimestre d'âge légal avec donc une majoration de 1,25% par trimestre. Alors là, par contre, ce n'est pas comme la surcote d'activité après. Là, il y a une limite. Au maximum, ce sera 5%, dès lors que j'aurai mon nombre de trimestres avant. Alors, je sais que c'est un petit peu obscur comme notion, donc on vous a mis un petit exemple histoire de clarifier ça. 2 petits exemples même, homme ou femme. Donc, si je suis une femme, et je suis née en 1965, j'ai un enfant. Le père n'a rien réclamé, donc cet enfant me rapporte 8 trimestres de majoration de la durée d'assurance. MDAE, majoration de la durée d'assurance pour enfants. Du coup, grâce à ces 8 trimestres de majoration pour enfants, je vais obtenir le nombre de trimestres avant mon âge légal. Donc, mon âge légal, il est à 63 ans et 3 mois, puisque je suis né en 65. Donc, cette dame née en juin, elle a un âge légal au 1er octobre 2028. Mais grâce à la majoration des trimestres pour enfants, elle obtient finalement les 172 trimestres requis au 1er octobre 2027. Elle est obligée d'attendre le 1er octobre 2028 pour prendre sa retraite, puisque c'est son âge légal. Donc, elle continue à cotiser entre octobre 27 et octobre 28.
elle aura bien eu 4 trimestres d'activité postérieurement au moment où elle a eu les 172 trimestres requis, elle aura donc cette majoration de 5%. On a exactement le même exemple avec un homme qui est né à la même date, il a un enfant. Alors maintenant, avec la réforme, il ne pourra avoir au maximum que 2 trimestres de majoration. D'accord ? Donc, il a le même âge légal puisqu'il a la même date. Il lui faut lui aussi ses 172 trimestres. Mais du coup, grâce aux 2 trimestres de majoration, lui, les 172 trimestres, il les a au 1er juin 2028. Donc, il travaille toujours entre le 1er juin 2028 et le 1er octobre 2028. Donc là, il a un trimestre civil travaillé avant son âge légal en ayant le autre trimestre, il aura une majoration de 1,25%. Voilà. Donc, c'est un système un peu compliqué, mais qui de toute façon sera calculé et mis d'office en place par la Sécurité sociale dès lors que ils verront qu'il y a des trimestres de majoration pour enfants qui permettent d'obtenir le nombre de trimestres requis avant l'âge légal. Si j'obtiens le nombre de trimestres avant l'âge légal, mais uniquement par rapport à mon activité, sans majoration au titre de l'enfant, cette majoration ne s'appliquera pas. Elle ne vient s'appliquer que pour les gens qui ont des trimestres de majoration pour enfants. Alors, on va passer maintenant au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. C'est un petit peu plus simple, surtout que c'est un principe que pour la plupart vous connaissez sans doute assez bien. Et donc, je vous rappelle qu'on a acquis donc des points tout au long de sa vie professionnelle. Le calcul de la retraite est assez simple puisque on prendra tous les points que vous avez acquis du début jusqu'à la fin de votre carrière et on va les multiplier par la valeur du point en valeur de sortie, ce qui va nous donner le montant annuel brut de la retraite. Voilà. Sachant que la valeur du point, pour l'instant, elle est encore de 1,3498 €. Elle va augmenter là au 1er novembre 2023. Elle subit une augmentation de 4,9% qui va la porter à 1,41 € et quelques. Alors, juste attention quand même, si jamais j'ai fait le choix de prendre ma retraite sécurité sociale du régime de base avec une décote définitive, j'aurai une minoration définitive de ma retraite complémentaire. Donc, il faut bien séparer ce système de décote qui s'applique parce que je n'ai pas droit à ma retraite à taux plein au régime de base de sécurité sociale et qui s'appliquera à vie, du système de décote provisoire communément appelé malus sur lesquels on va revenir juste après. Voilà. Mais donc, si effectivement ma retraite du régime de base, je n'ai pas le taux de 50%, mais j'ai un taux inférieur et que j'ai fait le choix de prendre ma retraite avec ce taux inférieur, il y aura aussi une minoration sur ma retraite complémentaire et dans les deux cas, ces minorations sont définitives. Alors, par rapport à la réforme sur les impacts que ça a sur l'Agirc-Arrco, écoutez, c'est assez simple. On va bien évidemment s'aligner par rapport à la date de départ. L'âge qui aura évolué, l'âge légal qui aura évolué au fil du temps, va aussi s'appliquer sur le régime de base de sécurité sociale. Et donc, on avait ce fameux malus qui était jusqu'à très récemment maintenu. Donc, ce malus de 10% les 3 premières années, quand je prenais ma retraite à pile poil à la date du taux plein, c'est jusqu'à très récemment, on n'avait pas d'information. En fait, les partenaires sociaux se sont prononcés en fin de semaine dernière et ils ont décidé de supprimer le malus pour toutes les personnes qui ne sont pas encore à la retraite au 1er décembre 2023. Donc, je n'ai pas encore pris ma retraite. Si je pars après le 1er décembre 2023, le malus ne sera pas appliqué du tout. Et pour les personnes qui sont déjà à la retraite et qui ont subi le malus et qui le subissent peut-être encore en cours si ça fait moins de 3 ans qu'elles sont parties, eh bien, le malus cessera définitivement d'être appliqué pour tous au 1er avril 2024. Voilà. Donc, je ne suis pas encore à la retraite et je pars après le 1er décembre, il n'y aura aucune application du malus. Je suis déjà retraité ou je pars là 1er octobre, 1er novembre, j'aurai l'application du malus jusqu'au 1er avril 2024. Mais il sera bien à terme, donc il est bien supprimé. Alors, on va arriver donc au fameux passage où on a donc ces tableaux et les modalités de départ à la retraite. Alors, déjà, petit rappel, pour prendre sa retraite, il y a 2 conditions, donc avoir atteint ce fameux âge légal, et puis il faut aussi cesser son activité. On verra tout à l'heure qu'évidemment, vous connaissez tous
des gens qui sont retraités et qui travaillent, mais ils ont dans un premier temps cessé, puis ensuite repris. On le verra évidemment dans le cadre du cumul emploi-retraite. Alors, auparavant, donc, on avait un âge légal qui avait été porté progressivement de 60 à 62 ans, et une évolution du nombre de trimestres qui appliquait les 172 trimestres requis que pour les gens nés à partir de 1973, avec un âge du taux plein automatique qui avait été porté progressivement de 65 à 67 ans. Ça, c'était avant la réforme. Et bien maintenant, vous le savez, pour tous les gens qui sont nés à partir du 1er septembre 1961, on a un décalage de l'âge légal, puisque ces personnes-là auront un âge légal à 62 ans et 3 mois, et il va augmenter ensuite de trimestre en trimestre pour atteindre 64 ans pour les gens nés à partir de 1968. Mais dans le même temps, on a aussi une accélération du nombre de trimestres requis, puisque là où les 172 trimestres n'impactaient que les gens nés à partir de 1973, eh bien là, on voit que ce nombre de trimestres de 172, il est à acquérir pour les gens dès 1965, les gens qui sont nés dès 1965. Et d'ailleurs, par rapport à l'augmentation de ce nombre de trimestres, en fait, on voit que c'est les générations 65 et 66 qui finalement sont les plus impactées, puisqu'elles, non seulement elles vont avoir un décalage de l'âge légal, mais en plus, on leur demande 3 trimestres de plus que ce qui était nécessaire auparavant. Voilà. Et finalement, la seule chose qui ne bouge pas dans la réforme, c'est l'âge du taux plein automatique qui est fixé toujours à 67 ans. Voilà, donc là, je vous laisse 2 secondes pour que vous puissiez voir par rapport à votre année de naissance à quelle sauce vous allez être mangé, si je peux m'exprimer ainsi, et le nombre de trimestres requis pour avoir cette retraite à taux plein à l'âge légal. Alors, le système des carrières longues. Vous savez, donc ce système qui permet aux gens de partir à la retraite avant l'âge légal dès lors qu'ils ont commencé à travailler jeunes, lui aussi, il est impacté par la réforme. Alors, les 2 conditions cumulatives restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut toujours prouver qu'on a commencé à travailler jeune en ayant validé 5 trimestres, soit l'année de ses 16, de ses 18, de ses 20 ou de ses 21 ans, sachant qu'auparavant, on avait uniquement les 2 bornes d'âge 16 et 20. Donc là, dans la réforme, ils ont rajouté 18 et 21. Et donc, il faut que j'ai 5 trimestres l'année des 20 ans. Alors, ce n'est pas la date anniversaire, c'est l'année de mes 20 ans. Donc, si je suis né en 62, j'ai eu 20 ans en 82, eh bien, on prend les trimestres de 82, de 81, de 80, le cas échéant, et il faut que tout cumulé, j'en ai au moins 5. Petite exception, si je suis né en octobre, novembre ou décembre, en fin d'année civile, comme le législateur estime que c'est un peu plus compliqué d'avoir commencé à travailler l'année précédente, eh bien là, pour le coup, je n'ai que 4 trimestres à faire valoir pour justifier du début d'activité, entre guillemets, suffisamment jeune. Voilà. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut que j'ai un nombre de trimestres cotisés, donc issus de mon activité professionnelle, qui correspondent au nombre de trimestres qu'on me demande pour avoir droit à ma retraite à taux plein. Alors, les cotisés, donc c'est ceux qu'on a vu au départ qui sont issus de mon activité professionnelle. On avait une petite tolérance qu'on appelle les trimestres réputés cotisés. Donc, c'est les 4 trimestres de service national. Je peux rajouter 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de maladie, d'invalidité, etc. Mais si dans ma vie professionnelle, j'ai eu 3 années consécutives de Pôle emploi sans aucune activité en parallèle, et que donc j'ai 12 trimestres validés par mes périodes de chômage, sur ces 12 trimestres, il n'y en a que 4 qui vont compter. Voilà. Si j'ai en même temps de l'activité et du chômage, ça peut arriver, en particulier pour les intermittents, peut-être que vous en employez. Donc là, évidemment, la partie activité génère des trimestres cotisés. On va dire que les trimestres de chômage ne comptent pas réellement. Mais quand on a vraiment une période de chômage à 100%, si je puis dire, là, pour le coup, au niveau des carrières longues, on ne peut en prendre que 4 en ligne de compte. Alors, là aussi, le législateur a revu un petit peu sa copie et il a rajouté 2 situations de trimestres réputés cotisés. La première, toujours dans l'idée d'essayer de limiter les différences hommes-femmes, c'est que pour les femmes donc, qui auraient eu éventuellement dans leur vie professionnelle des trimestres attribués au titre de l'allocation vieillesse des parents au foyer. Alors, si c'est le cas, ça se voit très clairement sur le relevé, puisque c'est noté en lieu et place de la raison sociale de l'employeur
allocation vieillesse des parents au foyer. Et c'est des trimestres qui sont attribués en général pour des femmes post-maternité en fonction de certains types d'allocations de la CAF. Voilà. Donc, auparavant, les trimestres d'allocation vieillesse des parents au foyer, ils étaient complètement exclus des trimestres pris en compte pour les carrières longues. Eh bien là, on pourra en prendre 4. Et enfin, hommes et femmes, si vous rachetez des trimestres d'apprentissage, et uniquement cela, pas le rachat des trimestres d'année incomplète ou d'année d'études supérieures, mais uniquement le rachat des trimestres d'apprentissage, ces trimestres-là vont aussi être pris en compte en tant que trimestres réputés cotisés. Et donc, là où on avait un tableau qui était relativement simple, puisqu'on n'avait que 2 bornes d'âge, 16 et 20 ans, avec un nombre de trimestres et donc un départ possible à 58 ou 60, eh bien maintenant, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué, puisqu'on va regarder le nombre de trimestres acquis aux 4 bornes d'âge. Donc, si j'ai les 5 trimestres, l'année des 16 ans, je peux partir à 58. L'année des 18, je pourrais partir à 60. L'année des 20 ans, je pourrais partir à 62. Et si j'ai mes 5 trimestres l'année des 21 ans, ça va me donner un départ possible à 63 ans. Et donc, le tableau, il est relativement dense, puisque vous voyez que du coup, on a comme ça à chaque fois 2, 3 ou 4 possibilités de départ par génération en fonction de à quel âge j'ai eu les 5 trimestres de validés. Alors, vous voyez que la borne d'âge des 5 trimestres validés l'année de mes 21 ans, elle n'apparaît que pour les gens nés à partir de 1965. Bien, c'est logique, puisque les gens nés en 64 et avant, ils ont un âge légal qui est de toute façon fixé à 63 ans ou moins. Il n'y a que les gens qui sont nés à partir de 1965 qui commencent à avoir un âge légal supérieur, puisque 65 ans, on l'a vu tout à l'heure, c'est un âge légal à 63 ans et 3 mois. Et là, du coup, quelqu'un né en 65 qui aurait 5 trimestres l'année de ses 21 ans, ou 4 s'il est né au dernier trimestre de l'année civile, et qui aurait ses 172 trimestres cotisés et réputés cotisés à 63 ans, il pourrait partir 3 mois avant et donc à l'âge légal de 63 ans. Alors, on a évidemment la suite du tableau, avec les années 67, 68, 69, 70, etc. On s'est arrêté à 70, puisque de toute façon, pour les générations postérieures, on va être exactement dans le même schéma. 70, 71, on aura de toute façon toujours ces 4 bornes d'âge, 16, 18, 20 et 21, qui, si j'ai les 172 trimestres cotisés, me permettent de partir à 58, 60, 62 ou 63 ans à taux plein au titre des carrières longues. Alors, toujours dans les carrières longues, on va juste faire un petit focus sur les gens qui sont nés en 1963. Puisque les gens nés en 63, ceux qui étaient nés avant la mise en place de la réforme, avant le 1er septembre, et qui ont pu partir en carrière longue avant ce décalage, ils ont gardé l'âge légal de départ à 60 ans, enfin l'âge de départ possible en carrière longue, à 60 ans, alors que les gens qui étaient nés après la mise en place de la réforme, et du coup, eux, normalement, ils se seraient vus appliquer ce report de 3 mois supplémentaires. Évidemment, là aussi, il y a eu quand même une certaine indignation de l'ensemble des partenaires sociaux, etc. Et du coup, le législateur a mis en place le fameux dispositif de la clause de sauvegarde, dont vous avez dû sans doute entendre parler. Alors, cette clause de sauvegarde, elle dit quoi ? Eh bien, elle dit que pour les gens qui sont concernés par la réforme, donc qui sont nés entre le 1er septembre 1961 et jusqu'au 31 décembre 1963, qui ont bien les 5 trimestres l'année des 20 ans et qui ont rempli les conditions avant la réforme, c'est-à-dire 168 trimestres cotisés avant le 1er septembre 2023, ils conservent le droit à la retraite à taux plein au titre des carrières longues à 60 ans, comme avant la réforme. Alors, ça veut bien dire que les gens nés en 61, 62 qui sont en carrière longue, la plupart sont déjà partis, donc il y en a moins de concernés. Mais pour les gens nés en 63, si effectivement ils ont les 5 trimestres l'année de leurs 20 ans, donc en 83, et qu'ils ont 168 trimestres cotisés en fait au 30 juin, puisqu'on raisonne toujours en trimestre civil, donc pour remplir les conditions avant le 1er septembre, ça veut dire qu'il fallait avoir les 168 trimestres cotisés et réputés cotisés au 30 juin. Eh bien, du coup, ils gardent la possibilité de partir à la retraite à taux plein à 60 ans, même s'ils ne font valoir leurs droits après la mise en place de la réforme. Donc, même s'ils veulent partir au 1er novembre, au 1er décembre, ils conservent ce droit-là. Il y a un seul petit piège, mais il est assez gros quand même sur la clause de sauvegarde, c'est que c'est à l'individu
de réclamer le bénéfice de cette clause et à aucun moment, la sécurité sociale ne va alerter la personne sur le fait qu'elle remplissait les conditions avant et que donc, logiquement, elle peut conserver les conditions de départ avant la mise en place de la réforme. C'est vraiment à l'individu à connaître ses droits et à réclamer cette clause de sauvegarde pour pouvoir maintenir les conditions d'un départ à taux plein telles que c'était avant la mise en place. Voilà. Alors, juste petit focus aussi sur le départ anticipé des travailleurs handicapés. Donc, elle peut se faire éventuellement dès 55 ans. On avait 3 conditions. Il fallait d'abord que le travailleur handicapé ait une durée d'assurance globale minimum. Il fallait aussi qu'il ait une certaine durée cotisée en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il ait travaillé pendant un certain temps en étant en situation de handicap et qu'il ait un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% pendant l'intégralité des durées d'assurance requises. Alors, quand on dit une certaine durée travaillée en situation de handicap, ce n'est pas 4 ou 5 ans, on tourne plutôt autour de 20 ans. Et donc, si effectivement vous avez des salariés qui ont travaillé environ une vingtaine d'années en étant en situation de handicap, eh bien, ils sont éventuellement éligibles à ce dispositif de départ anticipé et il faut pour cela se rapprocher de la sécurité sociale. Alors, même principe, on va avoir toujours une possibilité de départ à 62 ans pour les assurés handicapés, même s'ils n'ont pas la durée minimum cotisée. Donc là, ils ne peuvent pas bénéficier d'un départ avant 62 ans, mais par contre, ils restent, entre guillemets, sur le principe d'un départ à taux plein à 62 ans pour inaptitude. Et autre impact de la réforme, c'est que la première condition, qui était donc une durée d'assurance globale validée, eh bien cette condition-là, elle est supprimée. Donc maintenant, pour pouvoir se prévaloir d'un départ anticipé au titre de handicap, il faudra juste, entre guillemets, réunir donc une durée d'activité professionnelle en situation de handicap minimum pour pouvoir bénéficier de ce départ anticipé. Voilà, mais si vous avez des salariés ou même si vous êtes concerné, le plus simple est là aussi de se rapprocher de la sécurité sociale pour avoir la confirmation de la date de départ anticipé. Alors, on a abordé la dernière partie et donc en particulier donc ces dispositifs qui permettent d'aménager un petit peu son activité professionnelle, soit juste avant la retraite, soit une fois qu'on est retraité. Juste avant la retraite, on est plutôt sur le dispositif de retraite progressive. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Le dispositif de retraite progressive, donc c'est la possibilité pour un salarié d'avoir un complément de sa retraite s'il est en activité à temps partiel. Donc, typiquement, j'arrive en fin de carrière, je commence à être un petit peu fatigué, je ralentirai bien mon rythme d'activité professionnelle et pour ce, je passerai bien à temps partiel. Évidemment, si je passe à temps partiel, je vais avoir une baisse de ma rémunération et ça pourrait être un frein à cette volonté de passer à temps partiel. Eh bien, pour limiter cette perte, je vais pouvoir cumuler à mon salaire à temps partiel une partie de mes droits à la retraite et c'est ça qu'on appelle la retraite progressive. Alors évidemment, il y a des conditions. Il faut que j'ai un temps partiel qui soit compris entre 40 et 80% de la durée légale du temps de travail. Il faut que je sois à moins de 2 ans de mon âge légal. Donc, quand on a un âge légal à 62 ans, c'était 60 ans. Là, maintenant, progressivement, il va augmenter pour finalement, à terme, pouvoir rentrer en retraite progressive à 62 ans. Et il faut que j'ai au moins 150 trimestres de validé auprès du régime de sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de cette retraite progressive. Mais si c'est le cas, si je remplis bien ces conditions, je pourrais donc cumuler sans problématique mon salaire à temps partiel et une partie de mes droits à la retraite. Alors, dans la réforme, cette retraite progressive qui auparavant était ouverte aux seuls salariés d'entreprises privées, elle est maintenant ouverte à l'ensemble des salariés, donc les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, sauf évidemment ceux qui ont des possibilités de départ bien avant l'âge légal, et donc ce sont les militaires, les catégories actives, etc. Mais sinon, maintenant, ce dispositif va être ouvert à beaucoup plus de personnes. Et donc, le principe, c'est bien de dire, par exemple, je suis à 80%, eh bien, j'ai 80% de mon salaire et je vais rajouter à ça 20% de mes droits à la retraite. Si je suis à mi-temps, j'aurai 50% de mon salaire et 50% des droits à la retraite que j'ai acquis à ce moment-là. L'avantage, bien sûr, c'est que pendant que je vais continuer à travailler, je vais continuer à acquérir des droits. Je n'ai pas, là, pour le coup, cessé mon activité, je l'ai juste réduite.
Et donc, je vais continuer à valider des trimestres, à avoir des points de retraite complémentaires à l'INSEE-Carco, etc. Et il y a même la possibilité de cotiser sur un temps plein si mon employeur et moi-même sommes d'accord pour le faire. Voilà. Et évidemment, la retraite progressive s'arrête soit si je repassais à temps plein, soit au moment où je vais partir à la retraite de façon définitive. Alors, en tant qu'employeur, auparavant, donc évidemment, le fait qu'un salarié demande la retraite progressive, ça ne vous concerne pas directement. Hein. Vous avez uniquement le fait d'accepter que le salarié travaille à temps partiel. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de refuser. Hein, si vous avez besoin de ce salarié à temps plein, c'est toujours une possibilité. Simplement, la réforme prévoit que maintenant, le refus de temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, il faudra que l'employeur le justifie, qu'il justifie donc ce refus au salarié pour qu'il ne puisse pas partir en retraite progressive. Autre dispositif qui, lui, cette fois, concerne les gens quand ils sont partis à la retraite, c'est le cumul emploi-retraite. Donc là, pour le coup, j'ai cessé mon activité, je touche l'intégralité de mes droits à la retraite, eh bien, je vais pouvoir reprendre une activité professionnelle en plus de mes droits à la retraite. Ça, c'est le cumul. Alors, on a deux systèmes. On a le cumul emploi-retraite intégral. Donc, celui-là va s'appliquer dès lors que je serai parti à la retraite à taux plein à l'âge légal et que j'aurai liquidé toutes mes retraites. Et si jamais je ne suis pas dans ce cas de figure-là, je vais être en cumul emploi-retraite limité. Donc, le cumul emploi-retraite limité, ça veut dire que, par exemple, je suis parti certes à taux plein, mais en carrière longue, et je n'ai pas encore atteint l'âge légal, ou alors je suis parti, mais avec une retraite, avec une décote, donc je n'ai pas le taux plein, et là, il faudra que j'attende 67 ans, l'âge du taux plein automatique pour être en cumul emploi-retraite intégral. Et ça implique surtout, donc, comme son nom l'indique, que ce cumul emploi-retraite, il a certaines limites. Première limite, c'est que j'ai une limite de rémunération, c'est-à-dire que ma retraite plus mon nouveau salaire ne doit pas dépasser mon dernier niveau de rémunération. Si j'ai été très peu payé, on va comparer avec 160% du SMIC, mais la grande majorité des cas, quand même, c'est par rapport au dernier salaire. Et surtout, je ne peux pas reprendre une activité pour l'employeur que j'ai quitté au moment de mon départ à la retraite dans un délai de 6 mois. C'est-à-dire que je quitte l'entreprise X au 31 décembre. Si je retourne travailler pour Y le 2 janvier, j'ai le droit. Si je veux retourner travailler pour X le 2 janvier, je n'ai pas le droit. Il faut que j'attende le 1er juillet. Alors, pourquoi on insiste autant sur cette différence entre le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite limité? Avant la réforme, bon, il y avait cette limite de rémunération, mais ce n'était pas vraiment une problématique. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que maintenant, la réforme a changé une donne très importante. C'est qu'auparavant, dans le cadre du cumul emploi-retraite, j'avais liquidé mes droits à la retraite et on ne revenait plus dessus. Même si je retravaillais, je n'avais plus aucun droit supplémentaire. Eh bien, vous le savez, hein, la réforme a modifié ces éléments-là. Et quand je serai dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, et uniquement celui-là, je vais pouvoir acquérir de nouveaux droits à la retraite, au régime de base de sécurité sociale, et maintenant aussi, on l'a appris en même temps que la suppression du malus, auprès du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Alors, je suis bien uniquement dans l'acquisition de nouveaux droits si je suis en cumul emploi-retraite intégral, d'accord? Donc, si je suis en cumul emploi-retraite limité, pas d'acquisition de droits. Et vous voyez qu'on a là aussi une carence de 6 mois si je reprends une activité chez le même employeur. Alors, il faut bien distinguer la carence de 6 mois du cumul emploi-retraite limité de la carence de 6 mois du cumul emploi-retraite intégral. Cumul emploi-retraite limité, je ne peux pas retravailler pour l'entreprise. Je disais tout à l'heure, je quitte X au 31 décembre, je ne pourrai pas retravailler pour X avant le 1er juillet de l'année suivante. Dans le cadre du cumul emploi-retraite, je quitte X le 31, cumul emploi-retraite intégral, pardon, je quitte X le 31 décembre, j'ai le droit de retravailler pour X dès le 2 janvier si j'ai envie. Par contre, je n'acquerrai de nouveaux droits à la retraite par rapport à cette reprise d'activité chez X qu'à partir du 1er juillet, puisque les 6 premiers mois d'activité dans la même entreprise, j'ai le droit de le faire, mais ils ne seront pas générateurs de droits. Et je n'ai droit qu'à une deuxième liquidation. C'est-à-dire qu'on a un petit schéma pour vous expliquer ça. Hein. Donc, vous voyez qu'évidemment, avant la réforme, on n'avait aucune acquisition de droits, même si on était soumis à l'ensemble des cotisations. Et bien là, maintenant,
je liquide mes droits, je reprends une activité, et vous voyez que ça va même s'appliquer aux personnes qui sont déjà retraitées, hein, puisqu'on a une rétroactivité de l'acquisition des droits au 1er janvier 2023. Donc, si je suis en cumul emploi-retraite limité, je n'ai pas, toujours les cotisations, mais je n'ai pas de nouveaux droits. Et par contre, si je suis bien en cumul emploi-retraite intégral, donc que j'ai bien acquis ma retraite à taux plein à l'âge légal, eh bien, ces nouvelles cotisations qui sont prévues vont générer de nouveaux droits. Et du coup, quand je déciderai de procéder à la nouvelle liquidation de ces droits, je vais avoir, entre guillemets, une deuxième retraite. Ce n'est pas une révision de la première, mais c'est bien des nouveaux droits calculés sur la période pendant laquelle j'ai retravaillé. Et je n'ai donc droit qu'à une deuxième liquidation, c'est-à-dire qu'une fois que je bénéficierai de cette deuxième retraite, si à nouveau je reprenais une activité professionnelle, eh bien cette nouvelle reprise d'activité, elle ne sera plus génératrice de droits, même si je reste soumis aux cotisations. Alors, les droits que j'aurai acquis à la retraite dans le cadre du cumul, ils vont quand même être limités, il y a un système de plafonnement. Donc, au niveau du régime de base, il va y avoir un plafonnement par rapport au plafond annuel de sécurité sociale. Ça veut dire que quand on va liquider les droits à la retraite de cette deuxième liquidation, eh bien, le montant, il sera limité à 5% du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours auquel je fais valoir ces droits. Si, par exemple, j'ai repris une activité là et que je liquide ces nouveaux droits en 2024, le plafond annuel de 2024, il sera à 46 000 € et quelques, eh bien, je pourrais avoir au maximum de la sécurité sociale 5% de ces 46 000. Et au niveau de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, on va avoir aussi une limite, c'est-à-dire qu'on va avoir une acquisition des droits uniquement sur la tranche A du salaire, donc uniquement sur le parti de la rémunération qui va jusqu'à hauteur du plafond sécurité sociale. Si j'ai la chance de retravailler avec un salaire supérieur au plafond, la tranche B ne sera pas génératrice de droits dans le cadre du cumul emploi-retraite. Eh bien, j'ai fini pour ma partie. Je vais laisser Pascal reprendre la main pour vous proposer la prochaine réunion. Bon, merci beaucoup Frédéric. Chapeau pour cette présentation en moins de 50 minutes. On se retrouve, si vous le voulez bien, le jeudi 9 novembre 2023. Nous ferons un topo sur la question de l'adaptation de l'emploi pour les personnes en situation de handicap en entreprise. Mais en attendant, je vous propose de basculer sur le chat. Il y a 2-3 questions qui ont été mises dans les favoris. Donc ça, c'est notre tambouille. Et Frédéric va tâcher d'y répondre. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, Décimira, intermittent, bientôt 62 ans, âge légal de départ à la retraite en Bulgarie où je travaillais environ 5 ans. Je souhaite continuer à travailler en France jusqu'à 67 ans pour avoir au taux plein. Puis-je demander la retraite dans mon premier pays à 102 ans, puis à 67 ans en France? Alors, oui, je peux liquider les droits. Vous pourrez liquider les droits en Bulgarie, donc à 62 ans, puisque c'est l'âge légal de ce pays-là, et ensuite demander votre retraite à 67 ans. Et vous aurez effectivement les deux retraites, une retraite versée par la Bulgarie et une retraite versée par la France. Les démarches, alors, loi européenne, donc évidemment, il y aura dans le système de calcul des droits une prise en compte des périodes d'activité dans les deux pays pour déterminer la date où vous êtes à la retraite à taux plein. Et par contre, il faudra faire des démarches et en Bulgarie et en France pour demander les retraites. Alors, juste quand même une petite précision dans ce cas de figure-là. Comme vous êtes intermittent, il y a des chances que vous soyez, en même temps que votre activité professionnelle, indemnisé par Pôle emploi. Et attention, parce que Pôle emploi n'indemnise pas une personne qui a droit à sa retraite à taux plein. Donc, en fonction de votre année de naissance, vous avez un âge légal qui donc soit est maintenu à 62 ans, soit éventuellement a été reporté à 62 ans et 3 mois ou 62 ans et 6 mois, etc. Quelque temps avant cet âge légal, Pôle emploi va vous demander si, oui ou non, vous avez droit à votre retraite à taux plein en France à cet âge-là. Et pour déterminer si vous avez droit à votre retraite à taux plein en France, on va bien prendre en compte l'intégralité de votre vie professionnelle
en France et dans l'ensemble des pays dans lesquels vous avez travaillé au sein de l'Union européenne. On parle de la Bulgarie, mais si jamais il y en avait d'autres, on va bien avoir une prise en compte globale. Donc, peut-être que du coup, vous aurez le nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal en France. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit de travailler jusqu'à 67 ans, mais ça veut dire qu'il faudra le faire sans percevoir une indemnité de Pôle emploi. Parce que Pôle emploi, j'ai droit à ma retraite à taux plein, à l'âge légal, il cesse de m'indemniser. Voilà. Donc, je peux continuer à travailler, mais à ce moment-là, il faut que mon activité professionnelle soit suffisante pour me permettre d'aller jusqu'à 67 ans sans pouvoir percevoir d'indemnité de Pôle emploi. Voilà. J'espère avoir été précis et répondu à cette question. Ensuite, existe-t-il un dispositif spécifique au chef d'entreprise et dans son entreprise ayant tous les trimestres? Alors là, c'est un petit peu touchy comme question. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif spécifique. Donc, en tant que chef d'entreprise, bien sûr, si vous avez été salarié de l'entreprise, là, c'est le même principe. Si vous avez été un chef d'entreprise en étant non salarié, la condition de cessation d'activité va être la même. Et il me semble que oui, vous pouvez retravailler dans l'entreprise que vous venez de quitter, enfin que vous venez même de vendre, à peu près dans les mêmes conditions. Mais là, il faudrait vérifier plutôt avec la sécurité sociale des indépendants pour avoir la confirmation de ces éléments-là. Alors, Victor, le Pôle emploi informe systématiquement les intermittents de leur départ à la retraite. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Pôle emploi se rapproche des intermittents. En général, c'est à peu près 6 mois avant leur âge légal. Et du coup, comme je le disais, il n'y a pas de lien direct entre la cessation de Pôle emploi et le départ à la retraite. Et d'ailleurs, il faut être vigilant. Hein. Ce n'est pas parce que Pôle emploi arrête de vous indemniser que ça déclenche automatiquement la demande de retraite, hein, puisque justement, je peux ne plus percevoir Pôle emploi, mais malgré tout vouloir continuer à travailler. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a une différence entre ce qui se passe à Pôle emploi et le fait que derrière, je doive demander ma retraite si je veux en bénéficier. Mais c'est vrai que souvent, pour les intermittents, quand Pôle emploi cesse de les indemniser, ça devient un peu plus compliqué et on a une forme d'obligation, entre guillemets, de départ à la retraite dans ce cas de figure-là pour les intermittents. Voilà. Mais on a bien cette information 6 mois avant l'âge légal et si jamais je ne remplis pas les conditions pour obtenir ma retraite à taux plein à l'âge légal, j'ai un document spécifique à fournir à Pôle emploi que me communique la Sécurité sociale qui s'appelle chômage indemnisé, régularisation de carrière, puisque Pôle emploi veut s'assurer vraiment qu'avec la Sécurité sociale, vous avez fait le tour de vos droits et que vous avez bien donc la certitude de ne pas avoir droit à votre retraite à taux plein pour poursuivre l'indemnisation ou la cesser. Voilà. Alors, seuls les trimestres sont validés par la Sécurité sociale pour les périodes de chômage. Effectivement, les trimestres assimilés, donc chômage, maladie, etc. Ce que je perçois, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Et du coup, ces sommes-là ne sont pas retenues par la Sécurité sociale dans le calcul de la moyenne des 25 meilleures années, puisque ce n'est pas un salaire. Les lignes sur le relevé, vous les voyez, elles apparaissent carrément à blanc. Donc, ce n'est pas pris en compte. Et du coup, effectivement, ça peut avoir une forme de pénalité. Autant le régime complémentaire Agirc-Arrco lui va attribuer des points de retraite sur les périodes de chômage et de maladie à peu de choses près sur la base du dernier salaire d'activité, autant pour la Sécurité sociale, seuls les trimestres sont pris en compte. Alors, en tant que salarié dirigeant de ma société, puis-je prétendre à la retraite progressive? Oui, en tant que salarié, même si vous êtes salarié dirigeante, vous pouvez tout à fait être éligible. C'est exactement les mêmes règles. Vous restez salarié, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, Didier, j'ai bénéficié de contrats SIVP et TUC pour une période de près de 2 années. Alors, comme je le disais, alors SIVP, très honnêtement, je ne sais pas exactement. TUC, oui. Donc là, il faut vous rapprocher de la sécurité sociale, donc l'assurance retraite. Alors, vous pouvez le faire au travers de votre espace personnel directement sur le site de l'assurance retraite et leur dire que voilà, vous avez été SIVP et TUC de telle date à telle date et qu'ils veulent bien vous attribuer les trimestres assimilés correspondant à cette période-là. Ensuite, de Andrade, dans le cas de la clause de sauvegarde pour les carrières longues, ça né en 63, si les départs en retraite sont des ans sont. Alors,
Ça dépend. Si vous parlez des 1,25% de surcote, non. La surcote ne s'applique que si vous travaillez après l'âge légal, pas entre la possibilité de départ à taux plein carrière longue et l'âge légal. Par contre, donc, attendez, si c'est la majoration des trimestres spécifiques pour enfants, comme de toute façon vous êtes né en 63, vous n'aviez pas droit, puisque la majoration spécifique de 1,25% par trimestre pour les gens qui ont le nombre de trimestres avant l'âge légal ne s'applique que pour les gens nés en 1964. Donc, dans tous les cas de figure, il n'y aura pas de surcote ni dans un cas ni dans l'autre pour vous, malheureusement. Possible d'avoir un exemple pour un intermittent. Alors là, je ne sais pas exemple de quoi exactement. Peut-être que vous pouvez préciser, Jean-Jacques, dans le chat ce qu'il en est, à moins que ce qu'on a dit tout à l'heure sur les intermittents réponde à votre interrogation. Et enfin, bonjour, pouvons-nous avoir une aide pour faire un bilan retraite? Alors, de façon assez simple, si vous avez à titre individuel des questions ou si des salariés vous interrogent sur comment obtenir un accompagnement spécifique de vos droits, le plus simple, c'est de contacter les conseillers retraite d'audience. Je vais vous donner le numéro tout de suite, c'est le 01 73 17 37 55. Donc, que ce soit pour vous ou pour vos salariés, en appelant ce numéro-là, vous tombez directement sur l'équipe des conseillers retraite audience et vous pouvez obtenir une information directe, un rendez-vous en téléphone, voire un rendez-vous en visio ou sur place à Vanves si vous êtes en région parisienne. Voilà, je vous redonne le numéro 01 73 17 37 55. Voilà, alors je ne sais pas si... Ah, je vois qu'il y en a un nouveau truc en favori. Le nombre d'enfants compte-t-il pour les mamans au travail? Oui, c'est ce que je disais, 8 trimestres par enfant. Voilà. Donc, vous êtes maman. Si le père n'a rien réclamé entre les 4 ans et les 4 ans et demi, chaque enfant majorera votre durée d'assurance de 8 trimestres. Alors, je ne sais pas si Jean-Jacques a précisé sa question. Voilà, je vois qu'on a renoté le numéro 01 73 17 37 55, c'est exactement ça. Ok, donc je vois que Virginie a répondu à pas mal de questions aussi. Bon, écoutez. La retraite progressive est-elle possible si on est déjà à temps partiel? Tout à fait, Yolande, absolument. La retraite progressive, si j'ai rempli les conditions, même si j'étais à temps partiel avant, évidemment, je peux la mettre en place. Alors, si on a un enfant décédé à la naissance, eh bien, il y aura de toute façon les 4 trimestres de maternité. Par contre, évidemment, pour les 4 trimestres d'éducation, ça va peut-être un petit peu plus délicat. Là, le mieux, c'est de se rapprocher de la sécurité sociale et de leur faire déclarer. D'ailleurs, là aussi, pour les mères, toujours pareil, sur le site l'assurance-retraite.fr, dans votre espace personnel auquel vous pouvez vous connecter avec le système France Connect, vous avez la possibilité de déclarer directement vos enfants pour que ce soit pris en compte sur votre relevé. Et ça peut se faire à partir de 55 ans. Que veut dire le PE doit déclarer? Le père, c'est le père. Ah, d'accord. Doit déclarer. Ah, le père doit déclarer. C'est-à-dire que le père, doit faire la demande pour récupérer les trimestres pour enfants. Voilà. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant, alors il y a un formulaire à télécharger sur le site de l'assurance retraite qui est à compléter par le père et la mère, dans lequel ils disent qu'ils se sont mis d'accord pour répartir les trimestres d'éducation. Et donc, si vous avez des enfants qui ont moins de 4 ans et demi, vous pouvez le faire et vous récupérez au maximum de trimestres. Bien, on a fait, je pense, un tour d'horizon assez complet du sujet. Merci beaucoup, Laurent, Virginie et toi, Frédéric. Merci à vous de votre attention et de vos questions. La webconférence a donc été enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube demain ou plus tard. Et le support sera disponible sur le site d'Audience. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous début novembre pour notre prochaine webconférence. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.